Bonsoir à tous. Nous sommes le lundi 27 juillet 2020. Merci de votre fidélité à nos programmes, nos divers programmes toute la semaine. Nouveaux rendez-vous, nouveau numéro de votre émission Covid-19 à vos questions. Pour ce nouveau numéro, le tout premier de cette semaine, nous abordons avec notre invité ce thème, les principaux signes qui doivent sonner l'alerte. Et comme invité, Dr Abravi Emefa Sabli. Elle est bien sûr médecin généraliste, responsable du CMS Togles-Copé. Bonsoir docteur et merci d'être là. Merci, bonsoir Mathieu. Merci pour l'invitation. Ça vous le merci. Merci à toute l'équipe de New World TV. Je saisis l'occasion pour saluer toute l'équipe du personnel de santé de Togles-Copé qui m'aide à assurer ma tâche. Et merci aussi à toute l'hiérarchie qui m'a envoyé pour pouvoir apporter encore des éléments de réponse à vos différentes questions. Parfait. Comment est-ce que ça se passe justement chez vous à Togles-Copé là-bas? Ça va, nous rendons grâce à Dieu. Chaque jour, ça va, on ne se plaint pas. Ça va bien sûr, hein? Togles-Copé, c'est où là? Pour ceux qui ne connaissent pas ce lieu-là, c'est vers où concrètement? D'accord. Togles-Copé se situe au niveau de la commune d'Agoué-Nivé 4, donc dans la préfecture d'Agoué. Et Togles-Copé est une zone limitée au nord par Adéti-Copé. À l'est, nous avons les Djagblé et au sud, Agoué-Nivé. Et au niveau de l'ouest, nous avons Demakoué. Voilà. Donc, c'est bien clair dans la tête des gens. C'est la nationale numéro 1. La nationale numéro 1, parfait. Alors, pour ce temps de Covid-19, comment est-ce que ça va dans votre enceinte là-bas? Les gens continuent par se faire consulter, les vaccinations prénatales, après la naissance, consultation et bien d'autres. Ça va? Et il faut dire qu'au début de la pandémie, il y avait la peur générale. Donc la fréquentation avait tellement baissé. Mais depuis un moment, nous pouvons affirmer qu'il y a une reprise des activités. Oui. Et surtout la consultation prénatale, elle est effective. De même que les vaccinations, les femmes commencent par revenir et honorer à leur rendez-vous de vaccination, tout comme les consultations curatives et autres. Alors, dans votre zone à Togles-Copé, là-bas, comment ça se passe? Bien sûr, je veux parler de la sensibilisation contre la maladie à coronavirus. La sensibilisation continue. Oui. Et bien sûr les médias, que de porte en porte, de bouche à oreille. Et les agents de santé communautaire sont toujours sur le terrain pour pouvoir appuyer et sensibiliser. Nous avons aussi le comité communal de riposte de la commune d'Agoué-Nivé qui œuvre, et il y a des jeunes volontaires qui sont là, qui œuvrent chaque jour pour la sensibilisation, surtout en ces périodes pré-tabaski. Ils sont au niveau des marchés pour pouvoir sensibiliser les usagers. Parfait. Merci pour ces explications qui viennent bien sûr nous édifier sur ce que vous faites dans votre commune, dans votre zone, dans votre CMS à Togles-Copé. Le thème qui retient notre attention ce jour, c'est les principaux signes qui doivent sonner l'alerte. Justement, quand on parle bien sûr des signes, à quoi fait-on allusion? Les symptômes? Les symptômes, effectivement. Donc, les symptômes, c'est l'ensemble des manifestations qui peuvent attirer l'attention de quelqu'un pour pouvoir se faire consulter ou comprendre, savoir des symptômes de situations anormales qui se présentent dans la vie d'un être humain. Et dans le cas précis de Covid-19, la plupart des patients, certains ont eu à présenter la fièvre, et certaines personnes ont présenté des toux sèches. Il y en a qui se sentaient beaucoup fatigués. Il y en a qui avaient des courbatures, des douleurs articulaires, des douleurs musculaires. Il y en a qui avaient les rhinorrhées, les narines qui coulaient. Et il y en a qui ont aussi la difficulté à respirer. C'est la plupart des signes généraux ou bien les symptômes généraux qui se manifestent, sans oublier qu'il peut y avoir des symptômes assez atypiques qui peuvent se manifester chez d'autres personnes, comme il y en a qui ont des douleurs abdominales, il y en a qui ont des douleurs thoraciques, etc. Alors, quand on a ces signes-là, est-ce que ça suffit pour dire que la personne souffre vraiment de coronavirus?
Merci. Nous ne pouvons pas nous baser en même temps sur les manifestations cliniques, donc les symptômes, pour affirmer que la personne-là est porteuse de coronavirus. Cette personne ne peut être que classée personne suspecte. Alors, ce n'est qu'au bout du test, du prélèvement, et ce ne sont que les résultats qui peuvent révéler si la personne suspecte là est devenue confirmée ou si elle n'est pas porteuse du Covid-19. Justement, parlant bien sûr de ce qui se passe au sein de la population, parce que la maladie au Togo, le premier cas, le cas index, c'était le 6 mars, si j'ai bonne mémoire, bien sûr, 6 mars dernier. 6 mars. Et puis le 20 mars, les frontières autres, les mesures devant venir à bout à cette maladie ont été prises au Togo. Mais on éprouve toujours des difficultés à comprendre comment se manifeste vraiment et réellement cette maladie. Aujourd'hui, comment est-ce que l'on peut facilement cerner cette maladie-là? Parce que, quoi qu'on dise, il y a la toux de tous les jours, les rhumes, parce que nous sommes en une saison aussi qui entraîne ces choses-là. Et quels sont les points essentiels devant nous amener à penser être un être suspect de cette maladie à coronavirus? Alors, moi, je dis ceci. Il vaut mieux se considérer suspecte et ne pas être porteuse que de se dire je suis convaincue que je ne suis pas une personne suspecte. Qu'est-ce que je veux dire par là? Puisque cliniquement, nous ne pouvons pas identifier un rhume banal d'un rhume ou bien des rhinorrhées dans le contexte du coronavirus. On ne peut pas voir quelqu'un qui a juste un syndrome grippal simple et le distinguer cliniquement de quelqu'un qui est porteur de coronavirus. Donc, s'il y a les signes, les symptômes évoqués, tels que les narines qui coulent, la sensation de fatigue anormale, en dehors de nos activités habituelles, quotidiennes, on se rend compte que nous avons une sensation de fatigue plus importante que ce que nous avons l'habitude d'avoir, où nous sentons des fièvres. Nous n'allons pas attendre d'avoir toutes les manifestations réunies avant de dire que nous sommes une personne suspecte. Les maux de tête inexpliqués, la fièvre, la toux, et ça peut s'associer à l'éternuement comme pas. Et l'ultime, c'est la sensation des difficultés respiratoires. Donc, devant tous ces symptômes, c'est mieux de se signaler que nous soyons personnes suspectes et qu'au bout du compte, quand on fait le prélèvement, on se rend compte que non, nous n'avons pas coronavirus et que ce serait un germe banal qu'on traitera d'ailleurs, plutôt que de se dire non, la manifestation que moi je sais que c'est un palu simple, je sais que c'est rien de grave et banalisé. Voilà. C'est toujours difficile de se prononcer soi-même quand on sent. Parce que dans un forum ce matin, on se dit, est-ce que quelqu'un d'autre s'est senti comme étant personne suspecte ou quelqu'un qui a été testé positif, qui s'est guéri de lui-même, parce qu'on se dit, mais tous les jours, on a forcément un petit bobo de santé en ces derniers moments. Il y a aussi la peur, qui gagne le terrain au jour le jour. On se dit, si aujourd'hui je suis testé positif, qu'est-ce que je vais devenir, ma communauté, là où je me trouve, tout cela. C'est aussi facile pour appeler, mais c'est pas aussi évident. Effectivement, je pense que personne ne souhaite être malade. Quel que soit le type de maladie, personne ne souhaite être malade. Mais je pense aussi que le mieux, c'est de connaître son statut plutôt que de l'ignorer. Parce qu'en connaissant son statut, on est utile pas seulement à soi, mais aussi à notre alentour. Parce que si je suis personne porteur et je suis porteuse de Covid-19 et que peut-être je me dis, je ne suis pas sûre que le signe que j'ai, c'est Covid-19, je suis là. Peut-être moi, mon état de santé, mon immunité me permet de me défendre valablement. Voilà. Mais est-ce que tous les membres de ma famille qui m'entourent, eux aussi, ils ont cette capacité-là de se défendre valablement? Les personnes chères, nous risquons de les contaminer en négligeant ou en minimisant les symptômes, que ceci ne peut pas être Covid-19, c'est quelque chose de banal. Nous pouvons exposer nos proches et les amener, eux, peut-être à développer des formes graves qui peuvent aller jusqu'à aboutir à leur décès. Et je ne pense pas que c'est le souhait de quelqu'un de voir un être cher, de voir un proche de lui décéder juste par négligence. Donc, si nous avons des manifestations et que nous avons des doutes
nous ne savons pas est-ce que c'est Covid-19, est-ce que c'est autre affection. Le mieux, c'est d'avoir le courage en pensant à tous ceux qui nous entourent, en pensant à nos collaborateurs, en pensant à nos collègues de service, à nos voisins et autres, en pensant à leur bien-être, la protection que leur offre si nous sommes dépistés tôt, pour accepter à ce que nous puissions nous déclarer que nous avons telle manifestation, nous avons la fatigue générale. Puisque aujourd'hui, nous ne nous basons plus sur la notion de voyage, parce qu'il y a la notion de transmission communautaire. Il y en a qui ont été confirmés, ne sont pas revenus forcément de voyage. La preuve, la plupart des contacts ne sont pas forcément des gens qui ont voyagé. Ce qui fait que nous n'évoquons plus la définition d'être revenu de voyage dans les cas suspects. Donc, tu peux être dans ta communauté, un collègue peut te contaminer, un voisin, même un inconnu, sur nos lieux publics et autres, tu peux te contaminer sans savoir. Donc, le mieux, c'est devant une manifestation quelconque qui a trait à Covid-19, de se prononcer pour qu'on soit dépisté. Si tu es dépisté négatif, c'est bien. Maintenant, si tu es positif, le fait que tu sois isolé sert de protection, en fait, pour les autres aussi. Est-ce que ça vous est arrivé quand même d'avoir quelqu'un du genre dans votre CMS? Au CMS, nous avons eu des personnes suspectes. Nous avons eu des personnes suspectes que nous avions eu à mettre en isolement. Il faut avouer que ce n'est pas facile, parce que personne ne souhaiterait être confirmé pour être isolé ou bien être déplacé dans un lieu de prise en charge. Mais quand les signes ont trait aux manifestations de coronavirus Covid-19, nous prenons soin d'expliquer aux personnes ce à quoi nous pensons. Le fait que c'est dans leur intérêt et dans l'intérêt de leurs proches qu'ils soient prélevés pour que ce soit négatif, plutôt que d'être dans cette ignorance-là et d'exposer leur alentour. Nous avons eu des situations où la maman avec ses 2 enfants et autres, mais heureusement, au finish, le prélèvement était revenu négatif et le deuxième prélèvement également. Voilà. Alors, à l'heure où nous débattons sur ce plateau, les signes divers d'une personne à une autre, si nous prenons quelqu'un qui n'a visiblement aucun souci, je veux parler quelqu'un qui ne traînait aucune pathologie devant lui compliquer la situation, qui a peut-être son niveau d'immunité qui est en forme, et quelqu'un qui a ces soucis maladifs, d'autres pathologies comme l'hépatite, le diabète, l'hypertension, et l'asthme et bien d'autres là, est-ce qu'ils vont quand même développer les mêmes signes? Voilà. Ils peuvent développer les mêmes signes, mais pas au même degré. Voilà. Une personne qui a déjà une pathologie donnée, c'est que son état de santé est déjà fragile. Parce que l'organisme se défend pour pouvoir vaincre la pathologie qu'elle porte depuis un moment. Et la plupart des pathologies sont chroniques, comme vous l'avez cité, l'hypertension artérielle, le diabète, l'asthme et autres. Donc, ces pathologies ont déjà fragilisé l'état de santé de la personne qui est porteuse de cette pathologie-là. Donc, contaminés au même moment, au même endroit, les manifestations peuvent ne pas être les mêmes. Quelqu'un qui est asthmatique peut être sujette plus facilement à des manifestations respiratoires comme des difficultés respiratoires que quelqu'un qui n'est pas asthmatique. Voilà. Mais ça dépend de l'état de santé. Peut-être, on dit, toute personne qui se porte bien n'est pas forcément bien portant. Bien portant, oui. Peut-être que la maladie ne s'est pas déclenchée, mais quand un facteur déclenchant vient maintenant, cela permet de révéler peut-être des pathologies que vous-même vous ignorez porter jusqu'ici. Voilà. Donc, c'est un peu ça. À l'heure où nous débattons également sur ce plateau, est-ce que c'est les mêmes signes qui sont constatés depuis l'avènement de la maladie à coronavirus autour, qui continue, ou bien ça a diversifié un peu? Il y a les mêmes signes, mais il y a aussi d'autres signes. Comme je l'ai dit au début, c'est pas la douleur abdominale, par exemple, n'apparaît pas chez tout le monde. Et je prends l'exemple des maux de gorge. Ce n'est pas tous ceux qui ont été dépistés positifs, confirmés, qui ont eu à avoir la douleur au niveau de la gorge. Oui. Et la plupart d'ailleurs n'ont pas forcément la fièvre. Donc les signes diffèrent,
mais en général, ça a trait à des manifestations cliniques, sans oublier qu'il y en a aussi qui sont des porteurs asymptomatiques qui ne manifestent pas du tout de symptômes pouvant faire penser au fait qu'ils sont des personnes susceptibles de porter le COVID-19. Alors, ces personnes-là asymptomatiques ne sont pas telles, bien sûr, des vecteurs hein, de la propagation de cette maladie-là, parce que c'est aussi ça un souci. Hein. C'est ça le risque, c'est ça le danger, parce que la personne peut porter le virus sans se savoir porteur et le transmettre facilement dans la communauté autour d'elle. C'est justement pour ça que le gouvernement a pris la décision dans l'état d'urgence annoncé de déclarer le port obligatoire de masque en supposant que toute personne qui est devant moi est une personne potentiellement porteuse de COVID-19. Il vaut mieux considérer jusqu'à la preuve du contraire que la personne que je vais rencontrer, connue ou inconnue, peut être porteuse de coronavirus. Et c'est dans cet aspect que nous sommes appelés à garder la distanciation pour qu'au cas où l'autre était porteur asymptomatique sans manifester quoi que ce soit, cette personne-là ne puisse pas nous contaminer. Voilà. Alors, justement, on va embrayer un peu sur ce point hein, du port de masque. Dans votre zone, comment est-ce que ça se passe dans tout son ensemble? Quand on sait qu'il y a enfin, dans les périphéries, hein, bien sûr, de Grand Lomé et tout ça là. Il faut dire que ce n'est pas évident, ce n'est pas facile. Et certaines personnes le portent, mais il y en a qui ne le portent pas du tout. Et il y en a qui sont toujours dans l'étape de déni de la maladie, qui considèrent que Covid-19 là n'existe même pas du tout. J'avais posé la question à un jeune homme. Il avait son cache-nez, bien sûr, mais il avait au menton. Quand je lui ai posé la question, il me pose est-ce que vraiment coronavirus il y a ça au Togo? Il y a même ça au Togo. Il y a combien de personnes qui meurent de ça même? Madame, vous êtes sûre de ce que vous racontez? Donc, il y a toujours ce doute-là en des personnes qui font que même si peut-être ils ont la volonté, ils se disent est-ce que. Voilà. Donc, il y en a qui observent le port de masque, mais il y en a la plupart qui n'observent pas aussi. C'est pour ça d'ailleurs que la sensibilisation continue pour pouvoir expliquer le bien fondé de. Je pense qu'il vaut mieux se protéger par excès que de le faire par défaut. Voilà. Alors, à Lomé, la capitale du Togo, les choses ont carrément évolué. Hein. Maintenant, on n'est plus à la sensibilisation ni à la verbalisation. On est passé à l'étape de l'ascension. Il faut payer un petit sou hein, contre un bout de papier pour tester vraiment que vous avez payé. Ça peut peut-être combler un vide hein, dans cette mobilisation-là de fonds pour pouvoir guérir les gens. Bon, c'est un aspect. Oui. Je pense que la sensibilisation continue pour pouvoir expliquer le bien fondé de l'utilisation des mesures barrières. Et donc, s'il y en a qui sont toujours récalcitrantes, la loi ira les frapper, comme vous le dites, ou les sanctions, les amendes évoquées. Ou par exemple, au niveau des marchés, une personne qui n'a pas porté son masque peut payer une amende de 3 000 francs. Et si cette personne-là est récidiviste, ça peut aller jusqu'à 50 000 francs. 50 000, ça peut lui donc, valoir quand ça commence pas à être appliqué, un tour à la prison aussi, 6 mois. Hein. Voilà. Donc, un an. Je pense que c'est une étape aussi nécessaire pour les personnes qui ne voudraient pas mettre en sécurité la vie des autres. Parce que ce n'est pas que nous, en fait. Il y a aussi les autres citoyens, il y a les personnes plus vulnérables, il y a les personnes beaucoup plus fragiles que nous exposons quand nous refusons d'observer les mesures barrières. Dans votre zone, hein, là où se trouve le CMS que vous dirigez, il y a un marché à ciel ouvert, comme on a l'habitude de le dire, hein, au bord de la voie, qui anime à plein temps. Comment est-ce que ça se passe là-bas? Le port de masque, les gestes barrières, dans tout son ensemble? Dans ma zone, effectivement, il y a plusieurs marchés. Nous avons environ 3 grands marchés, si je veux le dire ainsi, parce qu'il y a plusieurs marchés. Plusieurs marchés, oui. Et il y a 2 sur la nationale numéro 1, dont un est clôturé, l'autre ne l'est pas encore. Et actuellement, le marché qui est plus animé, c'est le marché des bétails, parce que nous sommes en période pré-tabaski, comme je le dis. Le port des masques, comme je l'ai dit, il y a des jeunes qui sont mobilisés, des volontaires qui sont mobilisés actuellement au niveau de ces marchés les plus animés là, pour pouvoir
appuyer sur la sensibilisation, accentuer la sensibilisation et pour le port obligatoire des masques. Et j'ai fait un tour dans la zone, j'ai quand même vu que la majorité des personnes portent. Maintenant, est-ce qu'après le passage des équipes de supervision et consorts, est-ce qu'il y en a qui l'enlèvent encore? Ça, ce serait un autre constat. Parfait. Donc, dans ces zones-là, dans les 3 marchés, c'est plutôt beaucoup plus dans le marché de bétail, dans cette zone-là qu'il y a beaucoup plus d'affluence en ces temps-là. En ces temps, voilà, comme je le dis, parce que nous sommes en période de tabaski. Où ce sont les moutons qui sont utilisés. Donc, c'est le marché, surtout cette semaine, c'est le marché le plus fréquenté par rapport. Les autres marchés aussi sont fréquentés, mais selon la circonstance dans laquelle nous sommes, ou qui est la période de fête, comme je le dis, le marché des bétails est très animé et les mesures sont prises aussi pour amener les visiteurs, les vendeurs et consorts et différentes personnes pour pouvoir observer les mesures barrières, surtout le port de masque et le lavage des mains. On sait que la zone de Togolekopé, il y a pas mal de divers quartiers, agglomérations, sinon de petits villages constitués celle-là. Sur quoi porte votre sensibilisation, se porte sur quoi concrètement dans ces zones-là, quand vous allez de maison en maison, ou comment est-ce que vous procédez d'abord et sur quoi ça porte concrètement vos sensibilisations? Alors, comme je le dis, les grands points animés sont visités. Il y a les agents de santé communautaire, il y a les jeunes volontaires mobilisés en police verte qui passent dans les zones où il y a des regroupements de personnes pour pouvoir les parler. Et il y a l'usage de mégaphones et autres. Et puis, il y a, quand les gens sont regroupés, ils les parlent directement pour pouvoir expliquer pourquoi est-ce qu'il est demandé d'observer les mesures barrières, comment observer les mesures barrières, l'intérêt et tout, la sensibilisation continue en ce sens. Alors, à part Togolekopé n'est pas aussi loin d'Avier, hein? Oui, non. À Détikopé. Oui, Togolekopé, à Détikopé et d'Avier. Voilà. Et vous travaillez sur toute cette chaîne-là ou... Non, il faut dire que le centre médico-social de Togolekopé a son aire sanitaire qui fait frontière avec l'aire sanitaire à Détikopé. À Détikopé. Dans le centre médico-social de Togolekopé a 18 villages dans son aire sanitaire. Okay. Donc, nous intervenons dans ces villages qui concernent notre commune, qui concernent notre aire sanitaire. Voilà. Parfait. On va devoir analyser, jeter un coup d'œil sur la situation que présente le Togo, le visage que présente le Togo, bien sûr, à la date de 26 juillet 2020. Le 26 juillet 2020 au Togo, la situation se présente comme suit. Nous avons 251 cas actifs contre 599 cas guéris, 18 décès, 868 cas confirmés au total pour 40 763 nombre total de tests effectués sur toute l'étendue du territoire national, 5,28 tests pour 1000 habitants, 2,44 cas pour 100 000 habitants, c'est 14 derniers jours. Et un petit détail sur les chiffres, l'évolution de ces chiffres-là. Il faut dire que 15 des 374 personnes testées sont positives, portant le nombre total de cas positifs à 868. C'est 15 personnes dont les âges sont compris entre 3 et 70 ans se répartissent comme suit. Nous avons 12 cas. Parmi les contacts, un homme à Agoué, 3 femmes et 2 hommes dans le district de Golfe à Lomé, 2 hommes à Kara dans le district de La Cosa, 3 femmes et un homme à Takwame dans le district de Logou, 3 cas parmi les suspects, une femme dans le district 5 à Lomé, un homme dans le district de Golfe à Lomé et une femme à Agoué. Il faut noter dans la foulée que 12 nouveaux guéris ont été enregistrés, portant à 599 le nombre total de patients guéris de Covid-19. Un décès a été enregistré, portant
le nombre total de décès à 18. Voilà un peu le visage que présente le Togo à la date, bien sûr, de 26 juillet 2020. Ce qui nous intéresse ces derniers temps, c'est surtout ces 2-3 décès qu'on a enregistrés dans la foulée. À quoi cela est dû? Merci. Et effectivement, nous avons constaté que le nombre de décès était stationnaire entre-temps à 15 et maintenant c'est passé à 18 progressivement. Donc, 3 autres... En espace de 3 jours, on a 3 décès. Mais entre-temps, on s'est dit, mais bon, on a réussi à damer le pignon à tous les autres pays en matière de ce record funeste-là concernant les titres, enfin, le nombre des décès. Effectivement, c'est le souhait de tout soignant de pouvoir voir guérir tous ces patients sans en perdre un seul. Mais malheureusement, nous avons perdu encore 3 personnes, et ce qui a porté à 18 décès à la date du 26 juillet 2020. Je ne saurais donner vraiment les détails sur les décès parce que je n'ai pas les informations précises sur ce qui n'a pas clinique, leur pathologie et consorts, parce qu'il ne faut pas oublier aussi que c'est médico-légal après tout. Oui. C'est pas parce que la personne est décédée de Covid qu'on doit révéler aussi ce qui a entraîné. Voilà. Donc, je ne saurais me prononcer pour dire si ces personnes-ci étaient des porteurs de pathologies quelconques, ou bien donner les noms peut-être des pathologies que ces personnes ont eu à porter avant de pouvoir succomber au Covid-19. Mais tout ce que je sais, c'est que Covid-19 aussi a contribué à leur état de santé pour qu'ils puissent perdre leur vie, malheureusement. Parfait. On sait quand même que on parle bien sûr de décès, ces 3 décès enregistrés en fin semaine dernière à hier dans les chiffres, selon les chiffres que nous avons à notre portée. Mais l'autre information qui nous réjouit beaucoup plus, c'est le nombre de cas guéris. Oui, on a 699, sinon 600. Effectivement, nous avons beaucoup plus de cas guéris et cela, nous le devons à la riposte précoce parce que si vous analysez bien les résultats, les 15 personnes qui sont confirmées hier, parmi les 15, il y a 12 qui sont des personnes contacts. Si ces 12 contacts n'étaient pas prélevés systématiquement parmi le lot des personnes prélevées, vous êtes d'accord avec moi que à l'heure où nous parlons, les 12 personnes-là continueront de répandre autour de le coronavirus et eux, peut-être jusqu'à ce qu'ils n'attendent d'avoir des manifestations cliniques avant d'être considérés comme personnes suspectes, ils peuvent déjà arriver à des phases beaucoup plus évoluées qui vont retarder leur guérison. Donc, le fait de faire le dépistage précoce des personnes contacts, des voyageurs et des personnes suspectes déclarées, cela nous permet de les prendre en charge le plus tôt possible pour que ces personnes n'aient pas des étapes beaucoup plus graves avant de démarrer leur prise en charge pluridisciplinaire. Parfait. On sait aujourd'hui que, à part les cas qu'on a, enfin, je veux parler des cas positifs, les nouveaux cas positifs enregistrés, c'est là. Enfin, la stratégie a carrément changé. Hein. On sait que ce n'est plus comme avant où on nous parlait de tel cas. Maintenant, il y a beaucoup plus de suspects. Ou comment est-ce que ça se passe en matière de ces cas-là? C'est des cas contacts ou des cas suspects qui font grimper les chiffres, ou comment est-ce qu'on peut expliquer ça? Il y avait des mois, des semaines, nous avions peu de personnes suspectes confirmées. Et c'était beaucoup plus les contacts, les voyageurs. Et dans la tendance actuelle, il y a toujours les contacts et les voyageurs qui sont confirmés. Mais il y a quelques cas suspects, quelques personnes suspectes qui s'associent. Ce qui veut dire que les personnes suspectes là, c'est des gens qu'on ne peut pas retracer concrètement ou bien effectivement où est-ce qu'ils ont été contaminés. Mais si nous prenons les personnes contacts, nous savons qu'ils ont été contacts d'une personne confirmée, donc probablement auraient été contaminés par cette personne confirmée-là. Mais de jour en jour, chaque jour, maintenant, nous constatons quand même qu'il y a quelques cas, quelques personnes suspectes qui sont confirmées parmi les résultats donnés. Alors, dans la capitale Lomé, on sait que, bon, c'est là où on enregistre au jour le jour des cas positifs. Mais comment est-ce qu'on peut expliquer ces cas-là enregistrés à l'intérieur du pays? À certains points, on se dit, bon,
qui l'aurait, hein, ou bien qui est celui-là qui a pu amener la maladie dans cette zone-là, dans ce petit coin caché-là. En fait, la population est très mobile. Hein. La population est très mobile. Donc, quelqu'un peut voyager de Lomé tout de suite. En une journée, il rejoint le nord du pays. On n'a pas besoin de 2 jours pour faire le voyage. Donc, il y a beaucoup de contacts, beaucoup de déplacements, sans oublier nos frontières qui sont poreuses. Donc, il y a des concitoyens, des frères et sœurs qui reviennent des pays limitrophes aussi. Et ils ne passent pas forcément par Lomé, et avec les autres frontières sur toute l'étendue du territoire, et qui ont aussi accès à nos villages et coins reculés, qui peuvent contaminés, qui auraient pu contaminer, sans oublier qu'il y a aussi des gens qui quittent ces zones pour venir à Lomé. Il y a toujours une mobilité entre les zones. Voilà. Donc, c'est ce qui explique ces contaminés enregistrés dans ces zones-là. Effectivement. Alors, parlant justement de ces frontières poreuses dont vous avez eu à faire cas il y a quelques instants, on va laisser le point poreux de la chose, mais on tend vers la réouverture des frontières dans l'espace CEDEAO, UMOA, dans quelques jours. Selon certaines indiscrétions, c'est là, les choses s'activent. Et à l'aéroport international Gnassingbé Yadema de Lomé, c'est pour bientôt, les vols vont commencer. Nous n'avons pas encore de déclaration officielle qui nous fixe les dates de la reprise. Les vols vont reprendre ou les frontières seront réouvertes. Mais ce qui est sûr, tôt ou tard, les frontières doivent réouvrir, l'aéroport doit refonctionner parce que, comme il a été dit, le coronavirus ne va pas finir du jour au lendemain. C'est-à-dire, nous ne pouvons pas prédire que dans un mois, dans une semaine, dans telle période précise, le virus aura quitté notre terre. Donc, effectivement, il faudrait que la vie reprenne. C'est d'ailleurs pour ça que le gouvernement insiste sur le fait que nous devons observer les mesures barrières pour que nous puissions reprendre nos activités, notre habitude de vie sans grand risque pour la population. Donc, au niveau des frontières, on sait que les dispositions ont été prises. Par exemple, si nous prenons l'aéroport de Lomé, on sait que c'est tout un amarda de dispositifs qui est mis en place. Au niveau des frontières terrestres, le débat reste ouvert. Oui, le débat reste ouvert, oui, mais je pense que les frontières sont et seront équipées de sorte que les voyageurs qui reviennent soient suivis. Parce qu'avant même, il y a des voyageurs qui reviennent, leur situation oblige à ce qu'on les autorise de rentrer, par exemple. Ces personnes-là sont suivies systématiquement. Je pense que ce serait le cas si les frontières sont réouvertes. Toute personne qui passera par ces frontières-là, on prendra leurs coordonnées. Il y a des papiers qui sont remplis, des renseignements qui sont pris, les coordonnées et tout ce qu'il faut pour pouvoir retrouver cette personne-là. Et la personne serait transmise directement à l'équipe qui doit assurer son suivi. Et donc, le prélèvement sera fait comme ça se fait pour les voyageurs, puisque actuellement, même des voyageurs sont suivis. Les gens qui reviennent, ils sont suivis, ils sont prélevés systématiquement. Je pense que la coordination et toutes les équipes qui œuvrent pour la lutte contre cette pandémie, ce coronavirus-là, feront le nécessaire pour que toute personne qui traversera la frontière soit suivie, soit mise en observation et selon le protocole qui sera en vigueur. Au début de la maladie, on parlait bien sûr de la pandémie, l'épidémie d'abord, finalement pandémie. On est finalement à quelle étape actuellement? On est dans l'endémie? Donc voilà, l'endémie parce que, comme je l'ai dit, on ne peut pas dire que c'est une crise sanitaire, mais on ne peut pas dire que telle date, tel jour, c'est fini. Donc, nous devons commencer par apprendre à vivre, à apprendre à exister, à coexister avec ce Covid-19, ce coronavirus-là, pour éviter de se faire infecter. Voilà. Donc, nous sommes, tout comme on prend le cas du paludisme, qui est devenue une affection avec laquelle nous vivons et nous prenons les moyens de prévention. C'est de la même manière que nous devons nous prémunir et éviter de se faire contaminer par Covid-19. De se faire contaminer par
COVID-19. On va s'intéresser, bien sûr, vous avez évoqué ce qui se passe au niveau des marchés dans votre zone, mais est-ce que vous est arrivé de faire un tour au grand marché d'Agoué, à Siyeye, Redrenawe, à Daoulato et bien d'autres du pays? Oui, j'ai fait un tour au grand marché de Daoulato, communément appelé Asigame. Asigame, oui. J'ai fait un tour. Et le constat est identique, le constat est pareil. Il y en a qui observent les mesures, surtout le port de masque, parce qu'il faut avouer que dans nos marchés, pour la distanciation, c'est pas évident. Parce que garder les 1 mètre de distance, même quand les gens veulent se dépasser et qu'on sort, tels que les marchés sont animés, si je prends le cas du grand marché, le marché d'Adaulato, c'est pas évident de garder la distanciation. Mais le port obligatoire de masque incombe à tout visiteur et à toute personne qui revend. Mais malheureusement, il y en a qui le portent, il y en a qui ne le portent pas. Il y en a, c'est quand les agents des PAM s'approchent qu'ils donnent l'alerte pour qu'on sache qu'il y a des gens qui viennent pour la surveillance et ils mettent leurs choses, leur cache-nez, leur bavette en place. Mais quand l'équipe passe, les gens redescendent. Donc, c'est malheureusement la triste réalité, c'est le triste constat dans nos marchés. Alors, depuis l'avènement de cette maladie à coronavirus au Togo, s'il vous est demandé aujourd'hui d'apprécier, s'il fallait noter peut-être la population sur 10 face aux mesures barrières qu'il faut adopter, s'il faut noter la population dans tout son ensemble, sur 10, on est passable, assez bien, bien, très bien. Bon, je dirais que changer les habitudes du jour au lendemain, c'est pas évident. Et c'est d'ailleurs pour ça que la sensibilisation continue sur toutes les chaînes, par tous les moyens possibles, pour pouvoir faire comprendre le bien fondé de ce changement d'habitude-là. Donc, en me basant sur le fait que ce sont des nouveaux comportements, surtout le port de masque. Pour le lavage des mains, c'est déjà recommandé depuis. Le port de masque, la distanciation, en me basant sur nos réalités dans nos communautés africaines où la fraternité, le fait d'être proche de son prochain, c'est notre nature. Je peux dire que je peux noter la population sur 6 sur 10 pour ne pas trop les blâmer. 6 sur 10, hein? Oui. Parce que c'est un effort. Pas 7 ou 8, hein? Non, 7 ou 8, là, j'aurais menti. Parce qu'un effort se fait, mais il reste encore beaucoup à faire dans la mise en application des mesures barrières au Togo. Parfait. On va évoquer un autre point, bien sûr, concernant cette mesure barrière qui doit être adoptée, qui demeure le seul moyen de riposte contre cette maladie à coronavirus. Les élèves en classe d'examen, je veux nommer ceux de la classe de CM2 pour le CEPD, troisième pour le BPC, première pour le probatoire et terminale pour le bac. On repris les cours. Ça fait bientôt un mois dépassé. Un mois, pratiquement un mois dépassé déjà, si je ne me trompe. Est-ce que ça va? Dans votre zone, il vous est arrivé de faire un tour dans les écoles là-bas, voir ce qui se fait? Oui, nous avons eu à faire des tours dans les écoles. Il faut dire que ce sont aussi des changements de comportement. Mais dans les écoles, l'observation des mesures barrières sont effectives. Et la plupart des enfants comprennent et portent leur masque. Mais le problème, c'est qu'en arrivant à l'école, en quittant l'école, le constat, c'est que quand ils sortent, ils ne sont pas au vu au su de leurs enseignants et il y a cette négligence-là, il y a ce relâchement-là qui s'effectue où peut-être vous allez voir des élèves qui se rapprochent tellement les uns des autres en venant à l'école ou en quittant l'école. Et comme les enseignants ne sont pas là pour crier, pour dire « et toi, porte ton masque, et toi, fais ci ». Donc, il y a ce relâchement-là ou cette négligence-là au niveau des élèves en dehors des établissements. Mais la plupart des élèves à l'intérieur des établissements scolaires observent le port de masque et les autres mesures barrières indiquées. Donc, ce que veut dire que dans les écoles, jusqu'à ce jour, ça va. Ça va. On peut quand même avoir une raison de dire que
Les mesures sont plus ou moins respectées. Les mesures sont plus ou moins respectées. Les enseignants font de leur mieux. Les élèves aussi, ils se battent. Et les parents d'élèves aussi à leur côté. Donc, mais dans la foulée, il y a un constat qui a été fait quand même, docteur Sabli. C'est ce comportement un peu bizarre, si vous permettez le terme. On voit des élèves qui, à mi-chemin du retour des classes, on renvoie carrément le masque sous le menton, ou bien on l'enlève carrément. On est à 2, à 3, sans distanciation sociale. On a comme impression que les gestes barrières ou bien les mesures barrières doivent être respectés qu'à l'école. Effectivement, comme je le dis, à l'école, ils se sentent contraints de le faire parce que le maître est là, l'enseignant est là, il observe et il a la responsabilité de la classe et de veiller, les directeurs d'établissement et toutes les personnes qui sont impliquées ont la responsabilité de veiller à ce que les mesures barrières soient observées. Donc, malgré la sensibilisation qui est faite, malgré les explications que les enseignants tentent de donner aux élèves, il ne faut pas oublier que tout élève est sorti d'un milieu, tout élève est sorti d'une famille. Nous, les parents, nous servons aussi d'exemple, mauvais comme bon exemple, aux enfants. Donc, quand ils sortent de l'école, il y en a qui observent encore les mesures barrières. Parce que ce n'est pas tous les élèves. Si nous avons tous les élèves, ce serait les blâmer tous. Ce n'est pas tous les élèves. Mais la plupart, quand ils sortent de l'école, comme vous l'avez dit, soit ils ont leur masque, leur bavette sous le menton, soit dans la main, soit carrément c'est mis dans le sac et voilà. Alors, on va, depuis déjà une semaine, on est au deuxième round, bien sûr, de la réouverture des lieux de culte. Et aujourd'hui, les fervents pratiquants musulmans étaient encore dans les mosquées pour prier Allah, le Dieu Père Tout-Puissant, à leur niveau. Et demain, adventiste de 7e jour, peut-être demain, oui. Et le dimanche, d'autres chrétiens iront encore prier le bon Dieu dans les différents lieux de prière, église, je veux nommer. Alors, vous êtes chrétien, je suis chrétienne, je suis convaincu. Vous avez été d'abord, la fois dernière, vous avez été à l'église ou votre paroisse ou lieu de culte n'a pas été autorisé à rouvrir? Mon lieu de culte n'est pas encore ouvert. Oui. Voilà. Et comme c'est les débuts, j'ai préféré prendre un peu de recul, observer, parce que ce sont quelques lieux de culte qui sont ouverts. Donc, il faudra que l'expérimentation soit faite pour que les autres lieux de culte aussi puissent suivre les pas, si l'expérimentation est bien faite, bien sûr. Et voilà, comme vous l'avez dit, ce sont des églises et des mosquées et échantillons. Voilà. Oui. C'est-à-dire, c'est le lieu d'observer, voir est-ce que les mesures barrières seront vraiment observées ou pas. Et c'est ce qui permettra de pouvoir, au gouvernement de pouvoir prendre la décision, s'il le faut, de réouvrir toutes les églises et les mosquées sur toute l'étendue du territoire. Est-ce que ça vous a tenté de causer avec certains hommes de Dieu pour voir comment ça s'est fait, la réouverture dans tout son ensemble? J'ai causé avec certains. Et c'est quoi le retour que vous avez en tant que docteur spécialiste du domaine dans cette lutte contre la maladie à coronavirus? J'ai causé avec des prêtres, j'ai causé avec un imam et j'ai causé aussi avec certains fidèles que je sais qui étaient partis à l'église pour pouvoir demander un peu comment les choses se sont passées ou comment les préparatifs se font. Et il faut dire quand même que tout est à pied d'eux pour que les mesures barrières soient vraiment observées. Et la distanciation est observée au niveau des lieux de culte comme prévu. Et il y a plusieurs célébrations qui ont eu lieu. Il y avait une paroisse dont on me parlait qui avant ne faisait que 3 célébrations, qui a eu à faire dans le seul dimanche à faire 12 célébrations. Oui. Donc ça permet de pouvoir avoir un nombre restreint de personnes plusieurs fois. Donc voilà. Donc, je pense que c'est un bon début. Et si vraiment les fidèles sont conscients de
de l'importance de l'ouverture des églises, et tous ceux qui y vont dans les mosquées et dans les églises veilleront à ce qu'ils servent d'exemple pour que les autres aussi puissent avoir cet atout-là, de voir leurs portes s'ouvrir. Que peut-on les conseiller? Voilà, je pense que quelle que soit la religion, le mot d'ordre, c'est l'amour fraternel, l'amour du prochain. Et donc, cet amour du prochain-là nous pousse à pouvoir donner le meilleur de nous-mêmes, même si ce n'est pas à contrainte, parce que nous aimons les autres, parce que nous ne voulons pas servir de risque pour eux. Il faudrait que chaque personne qui quitte son domicile et prend la décision d'aller adorer son Dieu, quel que soit le lieu où il va, puisse s'assujettir, puisse se confier, puisse se soumettre aux mesures que les leaders de ces lieux-là vont observer. Parce qu'il faut dire, ça dépend de chaque lieu, ça dépend peut-être de comment est-ce que les lieux sont vastes, des dispositions de chaque lieu. Si on vous dit il y a plusieurs cultes à la fois, il faudrait que chacun puisse calmement suivre les démarches, les orientations, les indications pour que les mesures barrières soient observées. Et n'oublions pas le port de masque. Quand tu quittes chez toi, que tu veux aller à la mosquée, dans ton église, aller prier, n'oublie pas le port de masque. Il faut porter systématiquement le masque. Si possible, avoir son gel hydroalcoolique, mais arriver sur les lieux, accepter à laver les mains et avoir la patience, parce que c'est souvent dans la précipitation que tout se mélange. Quand on a la patience, on va suivre les indications des services d'ordre, des mosquées et des églises qui indiqueront où est-ce que vous devez aller vous asseoir, où est-ce que vous devez rester dans le temple, dans la mosquée, pour pouvoir prier confortablement. Donc, il faudrait que chacun soit soumis aux indications, aux orientations, pour que ça soit facile pour les leaders religieux. Justement, parlant bien sûr des religions, quelqu'un me faisait savoir la fois dernière qu'il n'y a pas que des religions chrétiennes et puis musulmanes. Il faut aussi parler aux animés, enfin, de la religion endogène, parce que entre-temps, c'était couvent, hein, dans un couvent, à Couvon, qu'on a eu à faire des découvertes pas possibles, des contaminés à la maladie coronavirus au début dans ce pays. Docteur Sabli, nous sommes pratiquement à la fin de ce rendez-vous de ce jour. Comme vous le dites, effectivement, la religion, il n'y a pas que la religion chrétienne musulmane, il y a tout un tas de religions chez nous. Il faudrait que chacun s'approprie les mesures barrières. Quelle que soit la religion dans laquelle je suis, il faudrait que nous puissions accepter, laisser tomber peut-être certaines pratiques qui feront que la distanciation et le port de masque ne pourront pas être observés. Nous devons être en mesure de pouvoir laisser les mesures et les moyens qui vont ouvrir des portes pour des contaminations, observer la distanciation dans nos lieux de prière, observer le port de masque et observer les orientations que nos leaders donneront sur les lieux de culte des mosquées et dans les couvents, comme vous le dites. Et je pense que en les observant et en observant les mesures barrières, bien sûr, dans la communauté, où que nous soyons, ça permettra que nous puissions éviter d'avoir des flambées encore de contamination de Covid-19 dans notre pays. Merci beaucoup à vous, docteur Abravi Emefa Sabli. Je rappelle bien sûr que vous êtes médecin généraliste, responsable du CMS Togblé Copé. Bon retour chez vous. Merci à vous aussi. Messieurs, mesdames, merci pour votre fidélité à notre programme de ce jour. Nous vous donnons rendez-vous demain, toujours avec le même plaisir. Derrière nous, c'est l'info.